Après le départ de tout le monde, j'ai remarqué que mes bijoux avaient disparu. J'ai vérifié mon placard, mon coffre-fort était vide. Après que tout le monde soit parti, j'ai remarqué que mes bijoux avaient disparu. J'ai vérifié mon placard. Mon coffre-fort était vide. Il s'est avéré que ma mère l'avait pris. Les enfants de ta sœur ont besoin de cet argent, a écrit ma mère quand je lui ai demandé. Je me suis mise en colère, je suis allé chez mes parents et, sans réfléchir à deux fois, voici ce que j'ai fait ensuite. C'est arrivé le jour de musique, mon anniversaire, l'une de ces soirées où les gens s'attardent un peu trop longtemps. Le vin coule juste assez pour troubler votre notion du temps, et vous vous surprenez à sourire à des gens que vous n'aimez même pas vraiment. Ma maison était pleine, mes parents, ma sœur, ces deux enfants qui couraient partout, quelques cousins et Nathalie du travail. Je n'avais rien prévu d'extravagant, juste des plats à emporter, des boissons, de la musique et quelques desserts que je n'avais pas fait. Les gens ont apporté du vin bon marché et des biscuits achetés en magasin. Personne n'a rien apporté de personnel, pas même ma mère, vraiment. Elle m'a tendu un gilet encore dans son sac de course et une bougie qui sentait le cabinet de dentiste. J'ai souri quand même. C'était juste l'une de ces choses auxquelles on s'attend, pas attentionné, pas excitant, juste fait pour dire musique qu'il l'avait fait. Mais tout de même, nous avons ri, bu et discuté jusqu'à ce que tout le monde commence à s'en aller vers minuit. Je me souviens m'être tenu sur le pas de la porte, faisant signe de la main, pensant à quel point la soirée avait été étonnamment normale. Musique, puis je suis monté à l'étage. J'étais sur le point d'enfiler un jogging et de me démaquiller quand je l'ai vu, la porte de mon placard était à moitié ouverte, pas grande ouverte, musique juste légèrement entr'ouverte. Je ne la laisse jamais comme ça. Je la ferme toujours complètement. Mais peut-être que j'avais été distraite plus tôt. Musique, peut-être que l'un des enfants était entré en courant. Je ne me sentais pas encore inquiète, juste légèrement agacée. Je me suis approché, je l'ai ouverte complètement et je me suis accroupi là où se trouvait toujours mon coffre-fort, caché derrière une pile de vieux pulls. Il n'était plus là. Disparu. D'abord, je me suis figé. Ça n'a même pas percuté. J'ai fixé le sol vide pendant une minute entière avant de commencer à tout vérifier. Musique, j'ai retourné le placard, fouillé dans les paniers, j'ai même ouvert l'accès au grenier comme si, par magie, il s'était déplacé tout seul. Mes doigts tremblaient. J'ai ouvert chaque tiroir de la chambre, du couloir, sous le lit, dans le placard à linge, dans le garage. Ça n'avait aucun sens. Personne n'était entré par effraction. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. Rien d'autre ne manquait. Juste le coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient les bagues de ma grand-mère, 2 bracelets reçus pour ma remise de diplôme, un collier que mon ex m'avait offert et que je n'aimais même pas mais que j'avais gardé quand même, et $5200 en liquide que j'avais économisé pour un voyage en solo. Plus mon acte de naissance, mon passeport et quelques petites pièces d'héritage que je n'avais jamais portées mais dont je ne pouvais pas me séparer. J'avais plus confiance en ce coffre-fort qu'en certaines personnes dans ma vie. Et puis ça m'a frappé. Tous ceux qui étaient venus avaient une clé ou accès à quelqu'un qui en avait une. Ma mère, mon père, ma sœur, ils avaient tous un double des clés. Mes cousins n'en avaient pas, mais ils n'étaient pas vraiment du genre sournois. Nathalie était restée en bas tout le temps. Les seuls qui étaient montés à l'étage étaient les enfants de ma sœur. Et même là, ils n'auraient pas eu la force ou l'intelligence de transporter un coffre de 15 kilos par la porte d'entrée sans aide. Alors, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, lampe allumée, essayant de croire que je me trompais. Musique, je me disais que j'avais dû le déplacer et l'oublier. Peut-être que je l'avais rangé ailleurs il y a des mois. À un moment donné, j'ai même regardé sous l'évier de la cuisine. Au matin, j'avais arrêté de prétendre. J'ai préparé un café que je n'ai pas pu boire et j'ai commencé à appeler les gens. Nathalie avait l'air horrifiée. Musique, Jérémy a plaisanté en disant que c'était probablement des extraterrestres. Mon père n'a pas répondu. Ma mère non plus. C'est là que je suis devenu paranoïaque. Je lui ai envoyé un message, « Est-ce que tu as pris le coffre-fort ?» Musique, le message est passé en « lu » presque instantanément. Aucune réponse. Puis, quelques minutes plus tard, elle a enfin répondu, « Les enfants de ta sœur ont besoin de cet argent. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas personnel. » J'aimerais exagérer. Vraiment. Elle n'a même pas nié. Pas d'excuses, aucune tentative de couverture.
Elle a avoué tout de go comme si c'était évident, comme si la logique tenait la route. Je suis resté là à fixer mon écran, pensant à la façon dont elle se tenait dans ma cuisine, souriante avec du vin dans une main et ma bougie d'anniversaire dans l'autre, alors qu'à l'étage, le coffre avait déjà disparu. Elle a dû le prendre au début, ou peut-être pendant que les gens étaient distraits. J'étais trop occupé à jouer l'hôte parfaite pour remarquer que ma propre mère me cambriolait. Elle l'a fait le jour de mon anniversaire, dans ma maison, tout en prétendant me célébrer. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu. Musique, j'ai attrapé ma veste, je n'ai même pas mis de chaussures. J'ai conduit jusqu'à chez eux avec de l'adrénaline dans les veines et sans aucun plan. Tout ce que je savais, c'est que je n'y allais pas pour discuter. Je me suis garé dans l'allée de mes parents si vite que le gravier a volé derrière moi. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas envoyé de message. Je suis simplement entré comme je le faisais quand j'avais encore confiance en ceux qui vivaient là. Ma mère était dans la cuisine en train de verser des céréales pour l'un des enfants de ma sœur. Elle a levé les yeux et a prononcé mon nom comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas vidé mon coffre-fort pour le donner à Dieu sait qui. Ma sœur était sur le canapé, à moitié endormie, faisant défiler son téléphone. Les enfants faisaient du bruit. Des musiques de dessins animés hurlaient à la télé. C'était le chaos, mais je m'en fichais. J'ai dit une seule chose, où sont mes affaires? Ma mère a peine scié. Elle m'a dit que j'étais dramatique et que je devais me calmer. Je suis passé droit devant elle et j'ai commencé à ouvrir les placards. Je savais qu'elle n'avait pas encore tout vendu. C'était impossible. Cela ne faisait que quelques heures que j'avais reçu ce message. J'ai ouvert le placard du couloir et il était là, mon coffre-fort, à moitié vide, poussé derrière une pile de linge. Le couvercle musique était enlevé, la serrure brisée. Mes documents étaient toujours à l'intérieur avec quelques boîtes à bijoux qu'elle n'avait pas encore touchées. Je les ai sortis une par une, vérifiant ce qui manquait. Les bagues musique parties, les bracelets partis, l'argent, bien sûr parti. Tout avait disparu. Je me suis retourné et je l'ai redit, cette fois plus fort, où est l'argent? Musique. C'est alors que mon père est entré du jardin. Il m'a vu là avec le coffre et a demandé ce qui se passait. Je ne lui ai même pas répondu. Ma mère a fini par craquer et a commencé à se justifier. Elle a dit que les fils de ma sœur se plaignaient de ne pas avoir de téléphone. Ils se faisaient toujours harceler. Elle ne pouvait plus le supporter, alors elle leur a acheté à tous les deux de nouveaux iPhones avec mon argent. J'ai regardé la table basse. 2 boîtes neuves ouvertes. Les enfants jouaient déjà avec. Tu m'as volé pour acheter des téléphones à des enfants. Ma sœur n'a pas dit un mot. Elle a juste baissé les yeux sur ses genoux. Je ne sais pas si elle avait honte ou si elle était juste épuisée, mais elle n'a pas non plus pris ma défense. Ma mère, de l'autre côté, a persisté. Elle a dit que je n'avais pas d'enfant, pas de responsabilité financière, aucune raison d'accumuler de l'argent et que j'étais égoïste. Que la famille passe avant tout. Alors, je l'ai traitée de stupide assez fort pour que toute la maison s'arrête. Je lui ai dit que si elle voulait jouer les Robins des Bois, elle devrait braquer une banque, pas sa propre fille. Mon père a essayé d'intervenir, mais je lui ai dit de se taire lui aussi. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit exactement. Tout était bruyant et désordonné. Les enfants ont couru dans la chambre. Ma sœur avait l'air de vouloir disparaître. Ma mère continuait de hurler, mais j'étais déjà à l'étage. Elle avait encore certains de mes bijoux dans sa commode, ceux dont elle ne s'était pas encore débarrassée. Je les ai trouvés, je les ai mis dans mes poches, puis je suis allé dans leur chambre. Musique. Je savais exactement où ils gardaient de l'argent liquide, une vieille enveloppe au fond d'un tiroir à chaussettes. L'argent d'urgence, l'appelait-il. J'ai pris $2000. Ce n'était même pas proche de ce que j'avais perdu, mais c'était un début. Musique. Je suis redescendu en tenant l'enveloppe à la main et j'ai dit que j'en avais fini. Je me fichais qu'ils appellent la police. Je leur ai dit que je signalerais le vol moi-même et que je les traînerais tous là-dedans. Musique. Ma mère m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire que j'en faisais un problème, comme si c'était moi qui détruisais la famille. Et je suis parti. Ce soir-là, vers 21h, mon père s'est présenté à ma porte. Ce soir-là, vers 21h, on a frappé à ma porte. Je savais déjà qui c'était. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier. J'ai ouvert et il était là, mon père, debout sur le porche comme s'il passait prendre un café, et non comme s'il venait après que sa femme m'ait volé.
Il avait l'air différent, pas triste, pas désolé, juste fatigué, comme s'il n'avait pas envie d'être là mais s'était convaincu qu'il le devait. J'ai attendu qu'il parle. Il n'a pas demandé à entrer, et je ne lui ai pas proposé. Nous sommes restés là, la lumière du porche grésillant au-dessus de nous. Il a commencé doucement. Il a dit que ma mère avait pleuré, que je l'avais vraiment bouleversée, que les choses avaient dérapé et que peut-être j'avais laissé ma colère me pousser à dire des choses que je ne pensais pas. Puis il a dit la phrase qui m'a retourné l'estomac, « Tu sais comment est ta mère ». C'est ce qu'il a dit, comme si c'était une excuse, comme si c'était un trait de caractère et non un crime. Je l'ai juste fixé. Il a continué en essayant de rester calme. Il a dit, « Ta sœur traverse l'enfer. Son mari est parti. Elle essaie de tenir le coup, et les enfants, ils ont du mal, musique. » Il a dit qu'ils avaient besoin d'aide et que ma mère avait fait ce qu'elle pensait être le mieux. Que je ne devrais pas le prendre personnellement. Je lui ai posé une seule question, si je lui avais fait ça, si j'étais entré chez elle, que j'avais volé des milliers de dollars et que je m'étais acheté un iPad et des nouvelles chaussures, est-ce que tu serais sur mon porche en train de lui demander de me pardonner? Il n'a pas répondu, il a juste regardé le béton comme s'il allait lui souffler quoi dire. Puis il a tenté autre chose. Musique, il a dit que j'exagérais les choses, que j'avais un bon travail, pas d'enfants, pas d'hypothèque, pas de vrai fardeau. Musique, que ma mère était sous pression et qu'elle avait paniqué. Il n'arrêtait pas d'utiliser ce mot, panique, comme si elle avait renversé mon coffre pendant une crise de nerfs, et non comme si elle l'avait délibérément planifié le jour où elle savait que je serais distraite par les invités musique et le vin. Et puis il a dit le pire. Il m'a dit de rapporter l'argent. Il l'a dit doucement, comme si peut-être je n'entendrais pas ce que c'était vraiment. Que je devrais rapporter l'argent liquide que j'avais pris mon argent à la maison pour que les choses ne s'enveniment pas, pour que la famille ne s'effondre pas, pour que nous puissions tous passer à autre chose. Je lui ai demandé s'il réalisait à quel point c'était insensé. Il m'a dit que je comprendrais un jour quand je serai plus vieille, quand j'aurai mes propres enfants, que je verrai ce que signifie vraiment le sacrifice. J'ai fermé la porte, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit un mot de plus, je lui ai juste fermé la porte au nez. Il est resté là 1 minute, puis est parti. Je l'ai regardé de la fenêtre monter dans sa voiture et partir comme s'il s'agissait d'une simple course. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. La maison me semblait lourde, comme si les murs se refermaient sur moi. Je ne pouvais rien regarder sans me demander ce qui avait été touché, ce qui avait été pris, ce qui avait été laissé là exprès. Tout me semblait empoisonné. Alors, j'ai pris une décision. J'ai pris mon ordinateur et j'ai ouvert un site immobilier que je n'avais pas utilisé depuis des années. J'ai commencé à chercher des locations dans des villes que je connaissais à peine. Musique, rien de luxueux. Je ne cherchais pas la maison de mes rêves, juste un endroit assez loin, un endroit calme, un endroit où personne ne viendrait me chercher avec ses fausses excuses et ses justifications. J'ai cherché des endroits à 3 ou 4 villes de la musique, quelque part entre petites et invisibles. Je n'ai rien dit à personne, ni à Nathalie, ni à mes collègues, ni même à ma sœur. Au cours de la semaine suivante, c'est devenu mon obsession. J'allais au travail, je rentrais, je fermais la porte à clé et je continuais mes recherches. L'idée de rester ici si près d'eux me serrait la poitrine. Il restait 2 mois à mon bail, mais j'ai appelé mon propriétaire quand même. C'est un retraité tranquille qui vit à 2 pâtés de maison et possède quelques propriétés. Je lui ai expliqué l'essentiel, j'ai dit que j'avais des problèmes familiaux et que je devais partir plus tôt. Je m'attendais à un sermon ou à des frais. Au lieu de cela, il a dit, « Vous avez été une excellente locataire. Si vous trouvez quelque chose plus tôt, on s'arrangera. » J'ai failli pleurer. Pendant ce temps, personne de ma famille n'a dit un mot. Pas un message, pas un appel, même pas ma sœur, jusqu'à ce qu'une nuit, de nulle part, je reçoive un message. Musique, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je suis désolé. Juste comme ça. Sans préambule. J'ai fixé le message pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Je l'ai cru. Du moins, une partie de moi l'a cru. Elle vit avec eux depuis plus d'1 an maintenant, et je sais ce que cette maison vous fait. Elle vous vide. Elle n'avait probablement pas l'énergie de demander d'où venaient les choses. Elle voulait probablement juste survivre un jour de plus sans craquer. J'ai répondu. Je lui ai dit que je n'étais pas fâché contre elle, que je comprenais, que je ne la blâmais pas pour ce que notre mère avait fait, que je ne la coupais pas de ma vie. Elle m'a demandé si j'allais bien.
Je lui ai dit pas vraiment, mais que j'y travaillais. Je ne lui ai pas dit que je déménageais pas encore. Musique, je pensais que les choses s'étaient enfin tassées. Le pire était derrière moi. J'étais toujours en colère, je planifiais toujours mon départ, mais au moins le chaos s'était calmé. Je pensais que c'était déjà ça, jusqu'à ce que mon téléphone sonne alors que j'étais en train de déjeuner au travail. C'était ma banque. Au début, j'ai cru que c'était pour une nouvelle carte que j'avais demandée la semaine précédente. J'ai répondu nonchalamment, mais la femme en ligne semblait bizarre, polie mais prudente. Elle m'a demandé si j'étais allé à l'agence ce matin-là pour poser des questions sur des estimations de bijoux et quelque chose concernant une réclamation de fiducie. Ce n'était pas le cas. Elle a marqué une pause. Puis elle a dit que ma mère était venue. Elle avait apparemment posé des questions sur la valeur de certains objets liés à une estimation de coffre de sécurité d'il y a quelques années et des objets listés à mon nom. Les bijoux de ma grand-mère, spécifiquement. Les estimations avaient été conservées à la banque lorsque nous avions fait la documentation initiale. Je m'en souvenais clairement. Ma mère était là avec moi, elle m'avait aidé pour les papiers, elle avait même tenu l'enveloppe pendant que je signais. Je n'y avais pas pensé depuis des années, et voilà qu'elle s'en servait musique, essayant d'en obtenir la valeur, essayant de voir combien elle pouvait encore tirer de ce qu'elle m'avait déjà volé. La banque ne lui avait rien donné. Ils avaient signalé la visite et m'avaient contacté directement, ce dont j'étais reconnaissante. Mais après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes à fixer le tableau de bord. Musique, l'idée qu'elle ne s'était pas contentée de prendre ce qu'il y avait dans le coffre, mais qu'elle continuait à creuser, à essayer encore, me rendait physiquement malade. Ce soir-là, quelque chose s'est produit que je n'avais pas prévu. Ma sœur s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, sans message, juste un coup à la porte. Elle avait l'air mal, comme si elle n'avait pas dormi, comme si l'air autour d'elle était plus lourd que d'habitude. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise et a immédiatement commencé à pleurer, pas de façon dramatique, juste des larmes calmes et régulières qui ne se sont pas arrêtées pendant longtemps. Elle a dit qu'elle avait trouvé les boîtes vides. Musique, elles étaient dans la chambre de maman, cachées dans un tiroir sous des écharpes d'hiver. Elle en a reconnu une vieille boîte en velours bleu qui se trouvait autrefois sur ma commode. Musique, elle a posé des questions à maman à ce sujet et s'est fait rembarrer, s'est fait dire d'arrêter d'espionner. C'est là qu'elle a su. Elle m'a dit que les téléphones n'étaient pas les seules choses que maman avait achetées. Apparemment, maman s'était pavanée avec un nouvel ordinateur portable, se vantant d'avoir payé en liquide. Ma sœur n'avait pas fait le lien jusqu'à présent. Elle pensait que tout l'argent était allé au garçon, mais ce n'était pas le cas. C'était allé au garçon et à ma mère, et peut-être plus encore que je n'avais pas encore découvert. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit que maman avait mentionné en passant que je ne serais plus là pour longtemps de toute façon, musique, que j'étais dramatique, que j'allais me calmer et revenir en rampant. Elle le disait comme si c'était inévitable. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne faisais pas que déménager, je disparaissais de leur carte. Je cherchais déjà des locations et des villes calmes assez loin, mais pas totalement isolées, des endroits où les gens ne me connaîtraient pas. Je n'avais pas eu beaucoup de chance jusqu'à 2 jours plus tôt, quand un client au travail a mentionné que sa tante louait un petit 2 pièces dans une ville à 1h30 de là. Rien de prestigieux, mais il y avait un jardin et une vraie cheminée. J'y suis allé le musique lendemain matin et j'ai signé l'après-midi même. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai dit à personne, sauf à ma sœur. Elle m'a demandé un soir, comme ça, est-ce que tu déménages? J'ai hoché la tête. Elle n'a pas demandé où. Elle a juste dit, c'est bien. Tu mérites de faire une pause loin de tout ça. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je ne pensais même pas avoir le cran de faire. J'ai pris un nouveau musique numéro de téléphone. J'ai gardé l'ancien actif au cas où des documents officiels auraient encore besoin de me joindre, mais je l'ai mis sur « Ne pas déranger » et j'ai arrêté de répondre totalement. J'ai donné le nouveau numéro à 3 personnes, ma sœur, mon propriétaire et Nathalie. C'était tout. J'ai fait mes cartons lentement, un peu chaque soir après le travail. Je ne me suis pas pressé. Je voulais que le processus soit délibéré, comme si je sortais de ce pétrin une décision à la fois. Et ça a marché, car pour la première fois depuis que ma mère m'avait souri tout en me dévalisant, j'avais l'impression d'avoir enfin le contrôle. Je n'ai pas laissé musique de mots, je n'ai pas dit au revoir, je n'ai posté aucune mise à jour.
J'ai emballé en silence pendant une semaine carton par carton, tiroir par tiroir. Chaque objet que j'emballais me donnait l'impression de défaire la dernière année de ma vie. La maison m'appartenait sur le papier, mais maintenant elle ressemblait à une scène de crime. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'endroit où se trouvait le coffre-fort. Je ne pouvais pas passer devant le placard sans imaginer ses mains tendant le bras, le sortant pendant que je versais du vin en bas et que je riais avec les mêmes personnes qui détruisaient tranquillement ma vie. Musique. Je suis parti un samedi matin très tôt, avant que les rues ne s'animent. Ma sœur s'est présentée juste avant le lever du soleil, avec l'air de n'avoir pas dormi. Elle m'a aidé à porter les derniers cartons dans ma voiture, puis est restée sur le trottoir pendant que je fermais la porte à clé pour la dernière fois. Elle n'a rien dit de sentimental, elle m'a juste tendu un petit sac, des collations, une note écrite à la main que je n'ai ouverte que plus tard, et une photo de nous quand nous étions enfants. Je lui ai dit que je lui enverrais un message une fois arrivé. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé où. Musique. Le trajet fut long mais pas difficile. J'ai pris des routes secondaires la plupart du temps. Je ne voulais pas risquer de croiser quelqu'un, même par accident. C'est dire à quel point j'étais tendu, comme si même l'autoroute pouvait d'une manière ou d'une autre me ramener vers eux. Quand je suis arrivé, la ville semblait encore plus calme que dans mes souvenirs. C'était le genre d'endroit où les boîtes aux lettres penchaient encore selon des angles bizarres et où les chiens se promenaient sans laisse. Il y avait un restaurant au coin de la rue avec une enseigne au néon qui scintillait comme une vieille télé. J'ai aimé ça immédiatement. La maison n'avait rien de spécial, 2 chambres, une balançoire sur le porche, de la peinture écaillée près des plaintes mais elle était propre, intacte. J'ai passé la première nuit sur un matelas posé au sol, entouré de cartons non ouverts, mangeant un sandwich d'une main et faisant défiler mon nouveau téléphone de l'autre. Pas d'appel manqué, pas de drame, pas de manipulation m'attendant à l'autre bout du fil. Musique. J'ai dormi pendant 9 heures d'affilée, pas de rêve, pas de cauchemar, juste le calme. 3 jours ont passé, puis une semaine. Mon ancien téléphone, toujours allumé et en mode silencieux dans le tiroir de la cuisine, a commencé à vibrer plus souvent. Je ne regardais pas les messages, mais je sentais qu'ils s'accumulaient, messages vocaux, textos, numéros inconnus dont je savais qu'ils n'étaient pas le fruit du hasard. Puis ma sœur a appelé sur le nouveau numéro. J'ai répondu. Elle a dit qu'il savait et qu'elle leur avait dit que j'étais parti. Pas où, juste que c'était loin, que je ne voulais pas de contact, que j'avais besoin d'espace. Elle pensait que cela apaiserait la tension. Au lieu de cela, cela a mis le feu aux poudres. Ma mère a apparemment perdu la tête, l'a accusée de trahison. Musique, a dit qu'aucune de ses filles ne disparaissait ainsi, qu'elle nous avait mieux élevés. Mon père l'a traitée de froide et sans cœur, a dit que si elle savait ce qui était bon pour elle, elle allait arranger les choses. C'étaient ces mots, arranger les choses. Ma sœur m'a demandé si elle avait fait une erreur en leur disant. Je lui ai dit. Musique, non, laisse-les ressentir ça. Laisse-les s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé. Le lendemain, Nathalie a appelé. Elle a dit que ma mère l'avait contactée via Facebook Messenger, de toutes les choses possibles. Elle avait envoyé un long paragraphe larmoyant sur le fait qu'elle s'inquiétait pour mon état mental et qu'elle ne savait pas où elle avait échoué. Musique. Elle disait que je lui manquais, que les familles se battent mais finissent toujours par se retrouver. Puis elle a terminé par « Nous sommes plus forts que ça. Dis-lui de m'appeler. » Je n'ai pas. Musique répondu. Nathalie non plus. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'est resté, ton absence fait plus de bruit que ta présence n'en a jamais fait. Musique. Elle avait raison. Il ne s'attendait pas à ce que je me volatilise. Il s'attendait à ce que je hurle, que je discute, que j'explose, et que je finisse par revenir en rampant comme je l'avais toujours fait. C'était le cycle auquel ils étaient habitués, explosion, culpabilisation, on cache tout sous le tapis, remise à zéro, on recommence. Mais cette fois, j'avais réécrit le scénario. Il n'y avait pas de combat, pas de dernier mot, juste du silence. J'ai déballé mes affaires lentement. J'ai pris mon temps pour faire de cet espace le mien. J'ai mis mes vêtements dans des tiroirs que je n'avais jamais partagés avec personne. J'ai cuisiné dans une cuisine qui n'avait pas de mauvais souvenirs. J'ai allumé des bougies le soir et j'ai lu des livres que je n'avais pas touchés depuis des années. Le coffre-fort est resté vide. Je l'ai laissé ainsi exprès, non pas parce que je n'avais rien qui vaille la peine d'être protégé, mais parce que je n'avais plus besoin de ce rappel. Je suis allé à l'épicerie. J'ai rencontré ma voisine, une femme âgée qui m'a offert des tomates de son jardin sans me demander d'où je venais.
Personne ne connaissait mon passé. Personne ne s'en souciait. Je n'étais pas Grace la fille, Grace Music la sœur, Grace celle qui tient toujours le coup. J'étais juste Grace. Ma sœur et moi nous envoyons toujours des messages, parfois nous musique appelons. Elle ne me force pas la main. Je lui ai dit qu'elle pouvait leur dire tout ce qu'elle voulait, mais pas où j'habitais, même pas le nom de la ville. Et elle a tenu parole. Ils ne savent toujours pas. Et c'est la partie qui les rend vraiment fous. Cela fait 2 mois. 2 mois de silence, d'immobilité et de véritable paix, quelque chose que je n'avais jamais réalisé qu'il me manquait avant de l'avoir. Musique. Je me réveille et je ne vérifie pas mon téléphone comme je le faisais auparavant, en me préparant à recevoir des messages culpabilisants ou une autre tentative de fausse excuse. Je ne sursaute pas quand quelqu'un frappe à la porte. Je ne me demande pas quel drame m'attend au tournant. Je prépare du café, j'ouvre les fenêtres, je n'écoute rien d'autre que les oiseaux et l'aboiement occasionnel d'un chien de maison plus loin. Je passe des journées entières sans penser à eux. Et quand j'y pense, cela ne vient plus avec ce pincement au cœur. J'ai juste l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Mais là-bas, en ville, il s'effondre. Une semaine après mon déménagement, ma sœur leur a dit. Elle n'a pas donné de détails, elle a juste dit que j'étais parti assez loin pour ne pas être jointe et que je n'allais pas dire où. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je déménage à l'autre bout de la ville ou peut-être à quelques kilomètres de là. Ils croyaient toujours que je resterais à proximité parce que c'est ce que fait la famille. Musique, c'est ce qu'ils disaient toujours, la famille reste soudée. La famille ne s'enfuit pas. La famille ne se musique cache pas, mais la famille ne vous dévalise pas non plus le jour de votre anniversaire, pour ensuite essayer de faire passer ça pour un sacrifice moral. Après qu'elle leur a dit, ma sœur a dit que ma mère l'avait juste regardée comme si elle parlait une langue étrangère. Puis elle s'est levée, est allée dans sa chambre et a fermé la porte pendant des heures. Mon père ne l'a pas pris aussi calmement. Il l'a accusée de m'avoir encouragé, a dit qu'elle me montait contre la famille. Elle lui a dit que j'avais toutes les raisons de partir, qu'ils avaient franchi une ligne que personne ne devrait jamais franchir. Ils n'ont pas écouté. Ils ne le font jamais. Puis vint la recherche. Ma mère a commencé à appeler les gens, des amis, des cousins, même une vieille amie de lycée à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, demandant s'ils avaient vu quelque chose en ligne, si j'avais dit quelque chose, si j'avais mentionné une nouvelle ville, un travail, un déménagement. Rien. Mes réseaux sociaux étaient devenus silencieux. Mon numéro ne fonctionnait plus. La piste était froide. C'est alors qu'ils se sont présentés à mon ancien domicile. Mon propriétaire m'a envoyé un message ce matin-là. Il était confus. Il a dit que 2 personnes se tenaient dehors, une femme qui pleurait et un homme qui hurlait devant la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu besoin de demander qui c'était. Musique, ils ont frappé. Ils ont regardé par les fenêtres. Ils ont sonné encore et encore. Ce n'était même plus ma maison. Finalement, le voisin, un gars qui tond la pelouse une fois par semaine et ne parle pas beaucoup, s'est approché et leur a dit que j'avais déménagé il y a des semaines. Musique. Il a dit que mon propriétaire ne leur avait rien donné, leur disant simplement que j'étais parti et que je ne faisais pas suivre mon courrier. Ma mère s'est apparemment mise à pleurer en plein milieu de l'allée pendant que mon père continuait de demander avec qui j'étais parti, comme si je ne pouvais pas être seul dans cette situation. Je ne pense pas qu'il se soit jamais senti impuissant auparavant. Je pense que c'est ce qui les ronge de l'intérieur. Parce que maintenant, ils savent ce que j'ai accepté il y a longtemps, qu'ils n'ont plus aucun contrôle. Ma sœur m'a envoyé un message après que cela se soit produit, elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'il le prendrait aussi mal. Une partie d'elle pensait qu'il finirait par passer à autre chose. Au lieu de cela, ma mère continue de parler de moi au dîner comme si j'étais morte. Et mon père n'arrête pas de faire les 100 pas dans la maison comme s'il attendait que le téléphone sonne. Je lui ai dit qu'elle pouvait leur dire tout ce qu'elle voulait. Je m'en fiche maintenant. Mais ne leur donne jamais ma position, jamais. Musique. Certains jours, je me demande ce qui se passerait si je retournais là-bas. Si je me présentais non pas pour pardonner, mais juste pour les regarder dans les yeux et les laisser assumer. Mais ce n'est qu'une pensée, une lueur. Rien de plus. Parce que j'en ai fini d'essayer de prouver quoi que ce soit à des gens qui préféreraient me voler plutôt que de me parler. Je me promène maintenant. Je connais les rues d'ici, les fissures sur les trottoirs, la dame qui vend de la confiture de pêche maison au marché fermier un dimanche sur 2.
Je garde une routine, sortie à l'épicerie musique, lecture sur le porche, un café qui ne refroidit pas parce que je l'ai oublié pendant une crise. Musique. Personne ici ne sait qui est ma mère. Personne ne sait ce qui s'est passé à ma fête d'anniversaire. Personne ne m'a demandé d'expliquer pourquoi je suis parti. Et pour une fois, personne ne s'attend à ce que je revienne. J'ai changé de numéro. Je n'ai gardé l'ancien actif que pour l'administration. Parfois, je le consulte par curiosité morbide. La boîte vocale est toujours pleine. Je n'écoute jamais. Je ne veux pas leur donner ne serait-ce que cette infime partie de moi. Ils ne savent toujours pas où je suis, et cela les rend fous. Mais moi, je ne me suis jamais senti aussi